Troisième et dernière étape de notre voyage à Singapour. Anglais, chinois, malais, ici dans les bus, des mots de toutes les langues se croisent, parfois d'ailleurs dans la même phrase. Et les rangées de voyageurs européens, asiatiques, indiens font parfois penser à des publicités pour l'entente entre les peuples. Si l'on veut tenter de définir au plus juste ce tout jeune pays, les expressions qui s'imposent sont mélange, diversité, multiculturalisme. Pour essayer de comprendre comment fonctionne cette société plurielle, j'ai rendez-vous ce matin dans un quartier de la ville avec un Français, François Breteau. Bienvenue chez moi, vous êtes à Bishan ici, pas très loin de mon appartement. J'habite dans un immeuble pas très loin d'ici, à une centaine de mètres. Et en bas de chez moi, donc, il y a tout un tas de petites échoppes, des magasins, il y a un marché. Alors là, le marché va être à peu près fini, on va passer à travers quand même, il y a encore des gens qui vendent des choses. C'est là qu'on vient s'approvisionner avec ma femme pour l'alimentation, les besoins de la maison. On a tout sous la main. C'est une chose que j'adore à Singapour, c'est que c'est vraiment très pratique. Chaque quartier est comme on dit, self-sufficient, c'est-à-dire qu'il s'auto-gère et si on voulait, on pourrait rester là et ne pas aller ailleurs dans le pays. On est vraiment, on a tout ce qu'il faut sous la main. Voilà, donc on peut peut-être aller se promener puis jeter un coup d'œil. François est installé à Singapour depuis 21 ans et marié à une Singapourienne. Nous déambulons ensemble entre les étalages de viande et de poissons, les vendeurs de chaussettes et de grenouilles, et un nombre incalculable de salons de coiffure qui diffusent de la musique à tue-tête. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces fruits. Donc ça c'est le durian qui est supposé être le roi des fruits. Plus on s'approche, plus on doit sentir l'odeur parce que c'est une odeur que j'aurais du mal à décrire. On peut dire ignoble ? Oui, j'ai une fois un ami européen, un anglais qui m'a dit la meilleure façon de le décrire c'est d'imaginer que vous êtes aux toilettes en train de manger de la glace. Donc c'est très bon mais ça a une odeur infecte. Un aspect étrange aussi. Un aspect étrange, oui, avec des épines. Voilà, donc, il faut être assez expert pour l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, bon, moi j'aime bien. En fait, j'ai eu un peu de mal au départ. Le premier jour où je suis arrivé à Singapour, j'ai été accueilli à l'aéroport par Michel Haro, donc un prêtre MEP, qui m'a emmené voir un autre prêtre MEP qui est John Dick, Jean Dick, un Vietnamien d'origine. Et dans sa paroisse, on était dans le presbytère et il m'a dit tiens j'ai quelque chose pour toi. Il a ouvert son frigidaire et il m'a donné du durian. Donc c'était le premier jour, mon premier dîner, c'était un peu un choc culturel. Mais après j'ai réessayé et puis finalement maintenant j'aime bien. How much 1 kilo? $20.80. Ok. Donc en euros, divisé par 1,73, ça nous ferait du 12 euros. 12 euros pour un durian. Est-ce qu'on peut dire que c'est un quartier qui est plus ou moins de telle ou telle communauté ? Pas vraiment. Bishan a une réputation un petit peu plus chinoise. Alors il y a des raisons derrière. À l'origine, Bishan était un cimetière. Et donc c'était un endroit où on ne pouvait pas construire parce que les gens sont très superstitieux par rapport à la mort, par rapport aux fantômes. Donc les gens ne voulaient pas habiter ici. Mais le gouvernement a été très intelligent, entre guillemets, parce qu'il a décidé, donc il voulait en faire un endroit de logement. Ils ont donc supprimé le cimetière, puis quand le métro a été installé, la station de métro de Bishan, c'était la station numéro 8. Et 8, dans la mentalité chinoise, c'est le chiffre parfait, c'est un chiffre qui porte bonheur, c'est un chiffre extraordinaire. Donc ils en ont fait un endroit qui portait bonheur plutôt que portait malheur. Et les gens se sont rués ici, et les prix de l'immobilier sont tout d'un coup montés, et bon, ça a attiré, ça fait boule de neige, et c'est devenu un des endroits les plus chers au niveau des logements publics. Et donc un quartier essentiellement chinois. Donc plutôt chinois parce que les Chinois ont un petit peu plus, en général, un peu plus les moyens que les autres, mais en même temps pas totalement chinois parce qu'il y a toute une politique de quotas ici qui fait que dans chaque logement public, il doit y avoir un certain pourcentage de Chinois, un certain pourcentage de Malais, un certain pourcentage d'Indiens et un certain pourcentage de ce qu'on appelle autres races. Voilà. Donc par exemple à mon étage, l'endroit où j'habite, vous verrez quand on ira, à gauche de mon appartement, il y a une maison où il y a une famille de Malais qui est musulmane. De l'autre côté, il y a une famille chinoise qui est bouddhiste. Juste après, il y a une famille indienne qui est hindoue. Et finalement, au bout du couloir, il y a une autre famille chinoise qui est catholique.
Et nous, donc, on est catholiques, mais on est mélangés, on est ce qu'on appelle autre race. Sur ma carte d'identité, j'ai eu beaucoup de difficultés la première fois à remplir le formulaire parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Et on m'a dit que c'était caucasien. Ici, ça pose pas de problème de trier les gens par race? En France, ça serait impensable? Alors oui, c'est clair qu'en France, ça serait même illégal et qu'on aurait des problèmes. Ici, je ne vais pas dire que ça ne pose pas de problème parce qu'il y a régulièrement des débats sur qu'est-ce que c'est qu'une race, notamment dans une société qui est multiculturelle où il y a beaucoup de mariages entre races. Donc par exemple, mon fils est de quelle race? Ma femme est chinoise, moi je suis caucasien, donc voilà. Alors il y a des changements réguliers. Par exemple, mon fils, sur son certificat de naissance, peut choisir. On peut choisir pour lui. On peut dire qu'il est chinois, on peut dire qu'il est autre race, on peut dire qu'il est eurasien. Voilà. Donc il y a une certaine liberté pour choisir parce qu'ils ont bien conscience que une race, qu'est-ce que c'est en fait? Difficile à définir. Ça veut dire que tous ces gens qui habitent ici à votre étage, ils vivent ensemble de manière harmonieuse, il n'y a pas de problème entre les communautés? Alors après, ça dépendra des relations entre voisins. Hein. Bien sûr, de temps en temps, on entend des problèmes. Dans mon cas à moi, non, il n'y a vraiment aucun problème. On s'entend très très bien. Pour peut-être symboliser l'harmonie qui existe à Singapour, ou la cohabitation entre les différentes communautés, on parle souvent des 4 F comme étant un petit peu la base un début de relation entre communautés. Hein. Le premier F, c'est food pour la cuisine, parce que, comme on va le voir tout à l'heure, on va aller manger ensemble. Vous verrez dans un hawker center, dans un endroit où il y a plusieurs petites échoppes, petits restaurants, on peut trouver de la cuisine malaise, de la cuisine indienne, la cuisine occidentale, la cuisine chinoise. Donc déjà, il y a un mélange culturel quand on mange. Voilà. Mais c'est pas chaque culture mange sa cuisine, non, on mange la cuisine de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà un échange qui existe au niveau des cuisines. Niveau culinaire. Le deuxième F, c'est les festivals, donc les fêtes, les jours fériés. À Singapour, il y a 11 jours fériés et entre autres, il y en a 2 pour chaque religion, les religions principales. Par exemple, dans une semaine, il y a la fête de la lumière pour les Indiens, pour le vendredi saint pour les chrétiens, pour les bouddhistes, on aura la fête de l'anniversaire de Bouddha. Enfin bon, voilà, il y a différentes fêtes religieuses comme ça qui nous rapprochent quelque part parce que grâce à ces différentes communautés, on a un jour férié. Le troisième F, c'est faces, les visages, le faciès quelque part. Ça, c'est simplement pour dire qu'en général, on se reconnaît dans la rue comme étant déjà différent. On va reconnaître un Malais, on va reconnaître un Chinois, on va reconnaître un Indien, on va reconnaître un Caucasien, un Européen, un Eurasien par rapport à son visage. Hein. Alors, ça peut paraître un peu raciste de dire ça, mais pas du tout. C'est reconnaître qu'on est différent, reconnaître que voilà, on habite ensemble et que ça pose pas de problème. C'est une autre présence de la différence. Hein. Le quatrième F, c'est donc fashion, la mode vestimentaire, hein, la façon dont on s'habille. Parce que, alors bien sûr, il y a une occidentalisation du mode vestimentaire, hein, mais spécialement pour les fêtes, ou même quelquefois dans la rue, on voit des gens qui s'habillent par rapport à leur culture. Les Indiens porteront un sari, les musulmans porteront le foulard islamique, les Chinois auront une tenue plus spécifiquement chinoise, etc. Enfin, on se reconnaît aussi par rapport aux différences vestimentaires. Et il n'est pas rare même d'adopter quelque part les différences vestimentaires des autres. Hein. Donc il y a aussi ce quatrième F qui est encore peut-être dû à l'apparence, hein, mais qui est un partage qui rend présent la différence, encore une fois. Voilà. Mon impression générale quand je suis arrivé à Singapour, c'est qu'il y avait un respect, mais dû à une certaine ignorance et dû au fait qu'on veut vivre en harmonie et qu'on ne veut pas avoir de problème avec son voisin. Et pour vous dire qu'il y a des choses minimum comme ça qui font qu'il y a un ensemble, un vivre ensemble qui existe, mais on a du mal à aller au-delà. Nous voilà maintenant arrivés chez François, où nous retrouvons un adorable petit garçon de 3 ans, typiquement singapourien, c'est-à-dire, évidemment, métissé. Hey, viens dire bonjour. Dire bonjour à Christelle. Bonjour. Elle s'appelle Christelle. Tu dis bonjour à Christelle? Bonjour Christelle. Comment tu t'appelles, toi? Viens. Come here. Papa il est là. Yeah, papa, il est là. Elle n'est pas partie travailler encore, papa, tu vois.
Et c'est justement parce qu'il trouvait que cette cohabitation restait parfois superficielle, sans relation en profondeur, que François a décidé de s'investir dans un groupe de dialogue interreligieux auquel il m'a invité. Hi, my name is François. I'm French as well, and I'm a Catholic. I'm Loy and I'm Je m'appelle Loy et je suis chrétien. My name is Edwin. I'm a little bit lost at the moment, trying to find out. Mon nom c'est Edwin et je suis un peu perdu en ce moment. J'essaie de trouver quelle est la bonne religion pour terminer ma vie. Hi, my name is Leng. Salut, je m'appelle Leng. Mes parents sont hindous, mais je me sens plus païenne que hindoue. Hi, I'm Rohaida. I'm a Muslim. Je suis Lorada, je suis musulmane. Hi, I'm Sulin. I'm a Christian and I worship at the Free Bonjour, je suis Solène. Je suis chrétienne de la communauté libre pour gays et lesbiennes. Hi, I'm Grace and I'm agnostic. Salut, je suis Grace et je suis agnostique. I'm Suju. I follow my family. Je suis Siju, j'ai toujours fait comme ma famille. Aujourd'hui, je suis ici parce que je ne sais pas quoi choisir entre le bouddhisme et le taoïsme. Hi, I'm Sean and I'm a Buddhist. Ils sont une vingtaine à suivre les deux enseignements du jour. Le premier par le père Bruno Saint-Giron, prêtre français des missions étrangères, et le second par le vénérable Gunaratana, moine bouddhiste. Christianity is based on the Bible. Some of the things I say will be more specific to the Catholic Church, but some of the things will be general to Christianity. Alors le christianisme est basé sur la Bible. Certaines choses que je vais vous dire concernent uniquement l'Église catholique, mais la plupart seront sur tout le christianisme en général. Vous pourrez poser des questions si vous voulez savoir la différence, mais à la base donc la Bible. But basically the Bible, I would say, the Bible is first a love story between God and man. Je dirais que la Bible est avant tout une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un enseignement de doctrine sur ce qu'on doit faire ou pas faire. Ce sont des histoires d'humains qui ont rencontré Dieu dans leur vie et qui racontent comment cette rencontre avec Dieu a changé leur vie. Good afternoon. My voice is quite bad. You heard about God. Bonsoir. Vous venez d'entendre parler de Dieu. Vous allez maintenant entendre quelque chose de différent. Les fondements de ma religion, c'est le bien-être. Le bouddhisme est une religion de bien-être. Après les topos, les participants peuvent poser des questions et débattre. Puis ils se répartissent en petits groupes de partage de vie. Farid est l'organisateur enthousiaste de cette formation qu'il a mis sur pied il y a 5 ans. Notre travail ici est divisé en 3 parties. La première activité, c'est de comprendre les différentes religions, 9 religions officielles, et aussi de comprendre les athées, les agnostiques et les philosophies humanistes. La seconde activité, c'est de comprendre qu'est-ce que le dialogue interreligieux et pourquoi ce dialogue interreligieux, et aussi comment organiser ce dialogue interreligieux. Et la troisième partie de notre activité, c'est de leur donner à eux-mêmes l'occasion de pratiquer et d'organiser des discussions. Aujourd'hui, on a le Père Bruno, prêtre de l'Église catholique, et puis le vénérable docteur Gunaratana, moine de la société bouddhiste. Hier, on avait Master Chu Wei, le prêtre taoïste, qui nous a parlé du taoïsme, et puis M. Russi Gadali, président de l'association des Zoroastriens de Singapour. Mais finalement, c'est quoi le but du dialogue interreligieux ? Notre espoir, c'est de réussir à ce que les gens de différentes cultures, des différentes religions et de différentes foi, et aussi ceux qui sont sans croyance ou sans religion, se comprennent les uns les autres. N'apprennent pas simplement à se tolérer, mais à se comprendre, à s'accepter et à se faire confiance. Alors nous pourrons avoir des relations plus profondes qui signifieront vraiment quelque chose pour la paix. C'est vraiment nécessaire, même à Singapour ? Je pense que c'est vraiment nécessaire, pas seulement à Singapour, mais partout dans le monde. Je pense qu'on n'en fera jamais trop. La confiance, c'est un processus toujours en construction. C'est pas quelque chose dont vous pouvez dire « ça y est, c'est bon, je l'ai fait, je n'ai plus rien à faire ». À chaque fois qu'on oublie, on perd de la confiance, donc on doit constamment l'entretenir. C'est comme manger ou boire. Donc on doit continuer à faire plus, à faire différemment et à faire mieux. À Singapour, vous n'avez pas de problème entre les religions ou entre les groupes ethniques. Eh bien, si pour vous la violence, ça veut dire avoir des problèmes, alors c'est vrai, nous n'avons pas de violence.
Mais l'absence de violence ne signifie pas forcément l'harmonie. Je pense qu'on est en paix, mais que l'harmonie véritable demande plus de confiance. Ça change tout le temps, vous savez. Un truc se passe à Jérusalem, en Inde, ou une bombe à New York, et ça abîme notre confiance les uns envers les autres. Je pense que l'autre problème que nous avons, c'est que même si Singapour est l'endroit idéal pour expérimenter ce dialogue, on doit d'abord convaincre les gens que c'est quelque chose de nécessaire. Vous savez, peut-être que les relations interreligieuses ici sont calmes parce que la loi est très sévère et punit les gens s'ils sont mauvais, mais ça ne signifie pas que les gens s'aiment les uns les autres ou se comprennent. Mais ce genre d'initiative reste rare, même à Singapour. Si le voyageur peut d'abord être frappé par l'apparente paix sociale entre les différentes religions ici, en se penchant davantage sur la question, il réalisera que cette harmonie est majoritairement le fait de politique et de textes de loi, comme l'explique le père Bruno. Après, il y a le côté plus officiel de l'interreligieux. L'association officielle IRO, Interreligious Organization, où il y a par exemple des bénédictions interreligieuses, un nouveau bâtiment public, ou alors récemment il y a eu plusieurs morts dans un des lacs de Singapour. Alors on va avoir une prière interreligieuse avec un représentant de chaque religion de Singapour, donc les 10 religions officielles. Ces leaders des différentes religions, ils sont là pour nous dire que ce lieu, Dieu l'aime et que Dieu est présent, quelle que soit notre religion. On croit en un Dieu qui est là avec nous et qui nous invite à ensemble faire de ce lieu un lieu qui soit beau pour tout le monde. Et puis alors également, moi je suis appelé régulièrement à donner des conférences pour des groupes interreligieux de quartier. Donc sous le ministère du développement communautaire, en gros le Premier ministre a lancé il y a 4 ou 5 ans maintenant ce qu'ils appellent des IRCC, qui sont en fait des groupes de responsables religieux par quartier. Et ces responsables religieux sont là pour résoudre un peu les problèmes quand il y en a. Alors un exemple tout simple, il y a un mariage malais qui a lieu au rez-de-chaussée des immeubles. Et puis, tout à coup, une famille chinoise arrive pour un enterrement au même endroit. Mais alors, il y a un mariage malais qui est en train d'y avoir lieu. Et tous les deux ont réservé l'endroit. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, en général, pour éviter qu'ils se tapent dessus ou que ce soit un problème, il y a ces gens du groupe IRCC qui vont venir, notamment le représentant de l'islam et le représentant soit du bouddhisme, soit du taoïsme, qui vont venir et puis faire une sorte de médiation. Ça fait aussi partie du travail du missionnaire d'être présent aux autres religions? Ah bah oui, moi c'est pour ça que je suis parti. Donc moi je crois beaucoup en ce dialogue entre l'Église et puis des personnes d'autres religions. Dialogue qui n'est pas d'abord là pour les convertir, parce que je crois que c'est d'abord à nous de nous convertir nous-mêmes, mais dialogue qui est là pour s'écouter les uns les autres, apprendre les uns les autres, chercher ensemble quel est ce Dieu qui nous appelle à vivre, et puis ensemble construire une humanité qui soit plus unie et qui soit plus au service de tous. Pourquoi vous avez eu envie d'être missionnaire? Vous auriez pu être prêtre en France? Oui, mais c'est pour ça, c'est pour aller rencontrer d'autres populations, vivre moi-même en tant qu'étranger dans un pays qui n'est pas le mien et donc avec une culture qui est différente. Nous voilà revenus à la maison des MEP, les missions étrangères de Paris. Je suis allée interroger le père René Nicolas sur l'historique de cette harmonie religieuse à Singapour. Depuis le début, Singapour a toujours été un mélange de races. Il n'y a personne ici à Singapour peut prétendre être le premier occupant, donc dominer les autres. Depuis toujours, depuis que les Anglais sont arrivés ici, c'est le mélange de races. C'est intéressant d'une certaine façon, parce que les gens s'y habituent, ils sont habitués à vivre ensemble, donc les races et les religions. Ça, c'est lié parce que le bouddhisme, les Chinois, l'hindouisme, les Indiens, évidemment, les Malais sont tous musulmans, donc il y a en même temps les religions qui se... Alors ici, depuis que le gouvernement est en charge, depuis qu'il y a l'autonomie interne, depuis 1959, c'est toujours le même parti qui est au gouvernement,
Mais le résultat, moi je pense, c'est qu'il y a une continuité dans leur politique. Et leur politique, c'était que les gens se connaissent mieux et soient capables de vivre ensemble sans se chamailler. Parce que les questions de race, c'est toujours quelque chose de très délicat. Et il y a eu plusieurs fois, la dernière fois c'était en 1964, des émeutes raciales des Chinois contre les Malais. Alors évidemment, c'est pour l'image de Singapour, ça l'affiche un peu mal. Et non seulement parce que ça détruit l'harmonie sociale et puis le bonheur des gens, mais vu du point de vue de Singapour, c'est les investissements qui s'envolent. Alors il ne faut surtout pas ça. Donc la règle maintenant, surtout après le 11 septembre en Amérique, la règle c'est qu'on se connaisse mieux et on essaie de vivre ensemble d'une certaine harmonie. Alors pour les religions, le gouvernement lui-même est, on dirait en France, laïque. Ici, ils disent sécular. C'est-à-dire, ils ne favorisent aucune religion, mais ils n'interdisent personne. Donc, chacun est libre de développer sa religion, de faire, voilà, à condition de garder certaines limites. Et la limite, c'est le droit des autres. Si on empiète sur le droit des autres, il y a quelque chose qui ne va plus. Et maintenant, la politique officielle, c'est que dans ces sociétés, il doit y avoir un espace commun pour tout le monde. À cause de ces émeutes raciales, le gouvernement, quelques années après, a produit une loi qui s'appelle la loi sur l'harmonie religieuse. Et cette loi permet au ministre de l'Intérieur de mettre en prison quiconque, individu ou institution, dirait, écrirait, enfin, quelque chose qui pourrait mettre en danger cette harmonie religieuse. Parce qu'ils savent très bien que si ça arrivait, avec le mélange des races, on est sur un baril de poudre. Et les émeutes pourraient recommencer n'importe quand. Alors là, le gouvernement, il fait très attention. Le gouvernement a décidé qu'ici, c'est tellement mélangé, c'était absolument nécessaire que les gens de différentes races, de différentes religions, se connaissent mieux qu'ils ne se connaissaient avant. Donc il y avait une certaine interaction qui était recommandée, par exemple visiter les lieux de culte et puis assister à des réunions où chacun expliquait, voilà. L'Église en profite d'une certaine façon. Et du fait que j'ai été obligé de piocher un peu l'histoire de l'Église de Singapour, ça m'a aussi aidé parce que nous aussi, les catholiques, on a été pris dans ce mouvement. Il y avait des groupes, des protestants, des Chinois, des Sikhs et tout ça qui venaient, des groupes d'organisations de gouvernement qui venaient officiellement visiter la cathédrale. Voilà, c'était ce qui se faisait, comme on visitait les mosquées, comme on visitait les temples. Comme je connaissais un petit peu l'histoire du diocèse, alors à chaque coup on me demandait de les aider à faire le tour de la cathédrale. Donc aujourd'hui il y a une certaine harmonie dans la cohabitation des différentes religions, mais ça passe quand même par la loi. Je suppose que la plupart des gens comprennent que c'est leur intérêt à ne pas créer de troubles sociaux et tout ça, parce que c'est la vie de tout le monde qui en souffrirait, l'économie et tout ça, donc tout le monde souffrirait. Évidemment, chacun reste attaché à sa race. Mais avec les générations qui passent, depuis le gouvernement 59, ils font tout leur possible pour dire les gens qui habitent ici, les citoyens d'ici, sont des Singapouriens. C'était la dernière étape de notre voyage à Singapour. Merci à Philippe Faure et à Christophe Morag pour la réalisation technique. Merci à François Breteau, au père Bruno Saint-Giron et au père René Nicolas, ainsi qu'à tous les membres des MEP à Singapour et à Paris.